Ok, donc réalité virtuelle et créativité. Le but de cette présentation, c'est notamment de dire que, comme plein de choses, les réseaux sociaux au début, le mobile, tout le monde veut faire de la réalité virtuelle. En tout cas, tout le monde se dit que ce serait cool. C'est pas forcément opportun de le faire comme ça, et surtout que c'est comment est-ce qu'on arrive à le faire. Donc j'ai commencé par quelques chiffres. Donc aujourd'hui vous connaissez tous l'Oculus qui vient de sortir en version finale, le HTC Vive, le PlayStation VR. Mais il faut savoir qu'il y a plus de 50 casques qui sont prévus au prochain salon Consumer Electronics Show de 2017. Donc ça arrive très fortement. Au-delà de ça, vous avez beaucoup de caméras 360 qui sont en train d'être développées. Il y a beaucoup de contenu qui est en train d'arriver. Donc c'est une tendance qui commence à devenir très intéressante. Est-ce que c'est une mode? C'est-à-dire, est-ce que dans 2 ans, on ne parle plus de réalité virtuelle comme ça a pu être sur certains produits? Si on regarde ce que dit par exemple le cabinet Gartner, dans ces courbes en fait, de quelles sont les technos les plus intéressantes, on voit que pour eux, d'ici 5 à 10 ans, la réalité virtuelle va connaître son apogée. Donc là, aujourd'hui, on est un peu comme si on était sur Internet en 2001-2002, on est un peu au début, mais il est en train de se passer quelque chose. Si on regarde d'autres prévisions, on s'aperçoit que Goldman Sachs prévoit que le marché de la réalité virtuelle pourrait dépasser celui de la télé d'ici 10 ans. Donc pour l'instant, on trouve ça rigolo, on se dit ok, c'est des casques et tout, mais quand on voit la roadmap de gens comme Facebook, qui eux mettent vraiment tous leurs moyens dedans, ils ont 400 personnes qui bossent sur l'Oculus Rift aujourd'hui et peut-être 1000 bientôt. Si j'étais moi une chaîne de télé aujourd'hui, je m'intéresserais fortement au sujet, je commencerais à m'inquiéter. Et est-ce que les Français sont prêts à essayer? Globalement, en fait, on voit que globalement, les Français ont quasiment tous, à 90%, entendu parler de la réalité virtuelle et qu'ils ont une envie globale de tester. Après, il y a une différence entre l'envie de tester, où vous testez une première fois et vous trouvez ça rigolo, et puis après, l'envie de retester parce que les expériences sont intéressantes, et c'est là qu'on arrive en fait sur comment les marques peuvent s'intégrer là-dedans. Donc comment est-ce qu'on arrive à créer une bonne expérience de VR? Alors ça, c'est un petit extrait d'ailleurs de ce qu'il y avait au Cannes Lions. Vous aviez des gens comme ça dans des sièges et qui étaient dans des sortes de roller coaster, et c'était assez rigolo. Donc pour moi, la réalité virtuelle, c'est notamment une expérience qui est intime. Si en fait vous réfléchissez au nombre de fois où vous êtes comme ça entre vous, avec des images qui passent et tout, moi je comparerais ça presque au rêve. C'est-à-dire que quand vous dormez, vous avez des images qui arrivent, vous êtes entre vous, personne ne vient vous embêter, et on est dans quelque chose qui est vraiment très personnel. La réalité virtuelle aussi, ça doit mobiliser les émotions et l'interactivité. Si vous êtes dans une expérience de réalité virtuelle et qu'il ne se passe rien, il se passe rien juste et c'est pas très intéressant. Hormis la surprise de la partie technologique la première fois, après, qu'est-ce qui peut être intéressant par rapport à ça? Et l'expérience utilisateur doit être centrale. C'est-à-dire qu'il y a notamment un gros travail d'écriture à faire sur les contenus de réalité virtuelle, et que si ce travail n'est pas fait, il risque d'y avoir quelque chose d'assez mou et pas très intéressant. Donc voilà, production du contenu immersif et écriture sont vraiment très importants, et on ne peut pas juste dire on a fait de la VR et c'était génial, c'est on a fait de la VR, on a bien pensé la production du contenu et on a réussi à faire quelque chose qui se tenait et qui en même temps plaît aux gens. Donc il y a 2 intérêts du contenu immersif pour les marques. Donc bien sûr, il y a côté investissement d'un nouveau levier de communication, forcément, quand les réseaux sociaux, quand le mobile sont arrivés, on s'est tous un peu jetés dessus, mais surtout derrière, il y a la possibilité de développer un lien profond avec le consommateur. Donc je vais citer quelqu'un qu'on avait rencontré au Laval Virtual, qui dit quelque chose d'assez technique. La création d'émotions intenses dans les couches basses du cerveau émotionnel rendent les personnes plus perméables à un message marketing. Concrètement, alors ça peut paraître horrible comme ça, mais quand on est marketeur, ça reste quand même intéressant. C'est en fait, on arrive à toucher à des choses de l'ordre émotionnel chez les gens qu'on ne pourrait pas faire autrement, parce que là, en fait, on est vraiment très très proche de ce qu'ils sont. Donc au niveau des bonnes pratiques, on l'a vu tout à l'heure avec le New York Times, déjà c'est de mettre à disposition les casques. Donc vous n'allez pas offrir des Oculus ou des HTC à tout le monde. Par contre, les cardboards, ça coûte 10 ou 20 euros et ça se fait facilement. Il y a pas mal d'opérations qui ont été mises en place, donc celle-là, elle est un peu, j'allais dire ancienne, elle date de 2014. C'était Marriott qui avait notamment mis en place une cabine avec un Oculus Rift et en fait qui permettait de se téléporter. Vous êtes tranquillement à New York, vous arrivez dans la rue et grâce au casque de réalité virtuelle, vous vous retrouvez dans un hôtel, vous vous retrouvez dans un jardin. Donc ça, c'était plutôt pour dire Marriott vous fait voyager, vous fait découvrir des lieux qui sont formidables.
Exemple plus récent, donc, qui a été fait pour Tag Heuer par l'agence 909C. Donc là, c'est une expérience autour de la montre KRA, qui est une montre, on va dire, mythique de Tag Heuer. Ils ont développé ce que vous voyez tout en haut, un casque de réalité virtuelle spécifique. Et ils ont eu à peu près, sur une approche événementielle, 5000 personnes qui l'ont testé. Au dernier chiffre que j'ai eu, ça datait d'il y a à peu près 2 semaines. Mais c'est aussi pour dire qu'il y a un intérêt par rapport à ça. Ils ont eu aussi beaucoup de stars qui l'ont testé pendant certains événements automobiles. Autre exemple avec Star Wars, donc là on est plutôt dans la vidéo 360. Sans médias, ils ont réussi à faire 7 millions de vues, 250K partages. Alors tout le monde n'est pas Star Wars. Par contre, Star Wars s'est pas dit je vais faire un truc un peu moyen. Ils ont vraiment fait un truc très très joli. Vous suivez en fait un vaisseau et vous avez vraiment l'impression d'être dans la bande-annonce du film. Volvo qui réinvente le test drive. Donc ça aussi, ça date de 2014. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils avaient fait le premier test drive en réalité virtuelle. Ce qui nous intéresse le plus ici, c'est surtout le chiffre qui est en bas, et notamment les leads. En fait, ils ont généré 51 000 leads grâce à cette opération. Pour avoir bossé déjà avec des marques automobiles, je sais que les leads, c'est un peu l'or que tout le monde recherche, et ça coûte très cher. Et par rapport à l'investissement qu'ils ont fait, le retour qu'ils en ont eu, de ce que j'ai lu, ils étaient très contents. Un autre exemple récemment, donc Orange qui avait fait son Hello Show, et là on avait à peu près 1000 VIP qui ont pu tester via des Samsung Gear VR, via du HTC Vive, et qui en fait ont découvert l'intérieur de la Livebox, d'abord en réalité virtuelle. Le porno, bien sûr, parce que Dorsel a lancé une opération bientôt. Alors, je ne vous dirai pas que je l'ai testé, mais je l'ai testé. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'en fait, ils ont eu beaucoup de téléchargements de la version gratuite, donc 80 000, et 15 000 de la version payante. Donc 15 000 de la version payante, c'était vendu à peu près à 10 €, donc ça fait 150 000 €. Eux, ils disent que la production de l'expérience leur a coûté 200 000 €. Donc ils ne sont pas tout à fait à l'équilibre, mais en fait, eux, ils disent pour une première version, les RP plus le fait qu'on a quasiment rentabilisé l'investissement, on est quand même très content de ce qu'on a pu faire, et en plus ça montre que c'est une boîte qui innove. Et je mets un petit peu de son sur celle-là. Donc ça c'est un exemple qui est d'ailleurs l'avant-dernier exemple qui est très intéressant. C'est un stunt qui parle de réalité virtuelle. კი ბატონო, ყურსასმენი გაიკეთეთ და არ მოიხსნათ სათვალო.
Et en conclusion, globalement, hop, voilà. Donc, avant de partir en réalité virtuelle, une petite checklist. Donc, est-ce que vous êtes prêt à investir un budget conséquent? Parce qu'en fait, ça coûte cher, comme la réalité augmentée, elle a été en son temps. Est-ce que vous avez du temps? Donc, globalement, selon Xerfi, ça prend 6 à 8 mois au moins pour développer une bonne expérience de réalité virtuelle. Et est-ce que vous avez une véritable expérience à proposer? Et ça demande aussi pas mal de réflexion. Voilà.